Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité. Alors aujourd'hui, nous avons une émission qui va porter sur les sites touristiques, sportifs et culturels. Comment anticiper les risques de façon efficiente? Quels enjeux, quels partenariats, quelles solutions et surtout, comment mesurer cette efficience? Il faut nous faire rêver tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui sur ce plateau pour en parler. Grégoire Caruel, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors Grégoire, je rappelle que vous êtes directeur des risques opérationnels pour Center Parcs Europe. J'ai également à ma droite Sébastien Duquesne. Bonjour. Bonsoir Virginie. Alors Sébastien, vous êtes directeur de la prévention des risques et de la sûreté et sécurité pour la vieille dame, la Tour Eiffel. Absolument. Voilà. Je me tourne vers vous, Franck Delhomme. Bonjour. Bonsoir Virginie. Et Franck, vous êtes directeur sécurité-sûreté pour le Futuroscope. Tout à fait Virginie. Et enfin, Vivien je vais avoir du mal, Bakiewicz. Bonjour. Bonsoir Virginie. Et donc, vous êtes directeur associé pour CASD. Bon, vous resterez Vivien pour nous aujourd'hui. Voilà, et comme je le disais, vous allez nous faire rêver parce que des sites quand même hautement emblématiques. Je vais commencer par vous, Grégoire. Alors, vous représentez les Center Parcs et les Center Parcs en Europe. Combien de sites et combien de visiteurs par an? Alors sur Center Parcs, on a 29 sites actuellement en Europe et nous accueillons 4,5 millions de visiteurs par an répartis sur nos 29 sites, bientôt 30 l'année prochaine avec un développement au Danemark. Donc nous sommes présents en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Alors effectivement, ça ne s'arrête pas de s'accroître, de se développer, ces fameux Center Parcs. On voit un vrai engouement pour ce type de site touristique où les personnes viennent pour s'y reposer et passer des moments du bon temps en famille. On va reparler de tout ceci justement dans cet aspect prévention de la sécurité et j'ai envie de dire de la sérénité quelque part, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur ces différents sites. Quand on parle des enjeux, Grégoire, vous nous dites, je veux citer 3 S. Quels sont ces 3 S ? Exactement, alors je vais peut-être en rajouter un 4e avec sérénité, merci Virginie. Mais, en tout cas, j'ai pour coutume de résumer ou de présenter, de structurer en tout cas, avec un chiffre donc 3 et une lettre S pour Safety, Security et Sustainability. Donc en français, la sûreté, la sécurité et le développement durable. Envers 3 entités, donc les personnes, en premier lieu nos clients, mais aussi nos salariés, bien évidemment, et nos partenaires, nos assets, qui soient matériels, donc nos locaux, nos bâtiments, mais aussi immatériels, comme la marque. Et le dernier, c'est la nature, l'environnement, dont nous prenons grand soin. Nature, l'environnement dont vous prenez grand soin, parce qu'il y a aussi de véritables enjeux et de plus en plus conséquents, avec des catastrophes naturelles dont vous prenez compte aujourd'hui dans ce développement, dans ces dispositifs de sécurité-sûreté. Alors, on tâche de le faire. C'est vrai que notre mission est d'abord pour nos clients qu'ils puissent se ressourcer, se reconnecter en famille, en amis, mais aussi avec la nature. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais également, le côté, j'allais dire, négatif, ça peut être en effet les risques climatiques. Et dans ce cas-là, oui, on les prend en compte, on les évalue et on essaie de progresser, tant pour atténuer notre empreinte carbone que s'adapter au changement climatique. Alors, quels sont les plus grands enjeux que vous rencontrez dans ces Center Parcs, sur ces différents sites? Vous avez évoqué, lorsqu'on a préparé l'émission, quelque part, il y en a d'autres, mais j'ai retenu une certaine négligence parfois de la clientèle qui, finalement, se sent tellement dans la sérénité, la quiétude, et c'est ce que vous donnez comme atmosphère, peut négliger de fermer tout simplement sa porte en se croyant complètement sûr. C'est pas faux. Quand nos clients viennent se reconnecter entre eux ou se reconnecter avec la nature, parfois ils déconnectent aussi les réflexes de base en matière de sécurité, de sûreté, de bon sens, j'allais dire. Donc en fait, nos équipes terrain, nos guest services, donc qui sont là au service du client pour assurer leur sécurité et leur sûreté, voilà, permettent en tout cas de back-upper et puis de rappeler aux clients gentiment de soit fermer leur cottage ou de dire que leur voiture est ouverte
évidemment dans un sens tout à fait positif et souriant. Voilà, alors c'est un des enjeux, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que vous pouvez expliquer sur des sites comme celle-ci, quels sont les principaux enjeux auxquels vous devez faire face pour anticiper ces risques ? Alors, les enjeux, ils sont, comme je l'ai dit, autour de la sécurité, de la sûreté et du développement durable. Chez Center Parcs, on a dans nos parcs en fait des piscines, des espaces aquatiques et aqualudiques qu'on appelle les aquamundo. Et donc là, on a un premier enjeu en matière de sécurité aquatique et de qualité également de l'expérience client. Mais également, on doit faire en sorte que nos clients passent des vacances hassle-free, donc sans souci, complètement, voilà, qui lèchent chez eux quand ils viennent, quand ils pénètrent dans un Center Parcs, qui lèchent chez eux en fait tous leurs soucis, qui puissent donc voilà, complètement profiter de la nature, des activités qu'on offre. Et donc ça veut dire que nous, on doit mettre en place toute une structure de prévention en matière de sécurité, sûreté, développement durable, j'allais dire la plus discrète aussi possible, pour qu'ils puissent, j'allais dire, profiter pleinement de leur séjour. Il ne s'agit pas de voir effectivement les personnes, les agents de sécurité qui sont à l'intérieur du site, ou de les voir de façon évidente, voilà, mais de les voir de façon positive, ainsi qu'une discrétion au niveau des dispositifs en tant que tels. Je parle de sécurité électronique. Par exemple, donc sur nos parcs, en fait, on allie sécurité humaine et sécurité, j'allais dire, électronique. Donc que ce soit de la vidéoprotection, donc chaque site est vidéoprotégé. Il y a évidemment du contrôle d'accès. Là-dessus, par exemple, on essaye de fluidifier au maximum l'expérience client. Donc chaque client, par exemple, a un petit bracelet qui lui permet d'ouvrir son hébergement, d'ouvrir son casier de piscine, et uniquement le sien, et aussi de profiter d'un certain nombre d'activités, voire même de servir de porte-monnaie lorsque les enfants veulent aussi vagabonder, profiter de nos espaces. Les sites peuvent être reliés par un dispositif spécifique, ou pour l'instant ils sont chacun autonomes dans la gestion de la sécurité-sûreté ? Alors, les deux. Mon général, on a donc chaque site, en effet, en fonction de sa typicité, de ses particularités, de son architecture, de sa localisation, et en fait a une structure et des équipements de sûreté qui lui correspondent. Mais ensuite, on centralise et on est capable, au niveau central, d'avoir une vue, par exemple sur la vidéoprotection, sur l'ensemble des parcs. Très bien. Vous avez évoqué l'aspect piscine. C'est effectivement très important pour les personnes qui sont déjà allées à Center Parcs. C'est pour ça aussi qu'on vient, cette fameuse bulle avec la piscine. Vous avez, dans les évolutions technologiques, commencé à tester des solutions avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez revenir sur 2 sites, je crois, plus particulièrement ? Exactement. Donc sur un site en France, le dernier né, donc qui est le Center Parcs des Landes de Gascogne, qui est dans le Lot-et-Garonne, et un site en Allemagne, en Bavière. On a testé, et sur le site français en tout cas, on l'exploite pleinement. En effet, un dispositif de vidéosurveillance avec une couche d'intelligence artificielle. Alors en quoi ça consiste ? On a par exemple en France des caméras qui sont subaquatiques, qui ont été installées dès la construction du site, en partenariat avec les équipes construction. Et en fait, nos surveillants sont capables, grâce à cette analyse vidéo, d'identifier un baigneur qui serait immobile et avec la tête dans l'eau. Et donc au bout de 15 secondes, le baigneur qui est immobile avec la tête dans l'eau est cerclé, entouré d'orange. Et si ça se prolonge de quelques secondes, il y a un pop-up vidéo et rouge cette fois-ci qui apparaît et qui alerte en fait nos surveillants. Des tests concluants ? Qui sont concluants parce qu'en plus c'est une technologie dite de deep learning, c'est-à-dire que plus le process et les caméras, on va dire, ont des cas concrets, plus ils apprennent et plus c'est efficace. Et donc moins on a de faux positifs, évidemment, les négatifs on les évite absolument.
Sur notre site allemand, on a ajouté, outre cette couche vidéo, on va dire aquatique, également le périmètre et tout ce qui se passe autour des bassins, avec par exemple des enfants qui pourraient s'approcher rapidement et sans gilet de flottaison de ces espaces et de ces bassins pour intervenir avant qu'ils puissent sauter dans l'eau. Merci beaucoup Grégoire. Alors on reviendra après sur d'autres points, notamment les partenariats. Je m'adresse à vous Sébastien. Alors un site complètement différent, mais un site ô combien emblématique que la Tour Eiffel. Tout d'abord, combien de visiteurs par an ? La Tour Eiffel accueille 6,3 millions de visiteurs par an à peu près. En tout cas, c'est l'objectif qu'on va atteindre en 2024. Et on a un objectif un peu plus élevé pour 2025, entre 6,4 et 6,5 millions de visiteurs. Ça, c'est sur une année complète. On est ouvert tous les jours, quasiment de 9h à minuit. Donc, on a des énormes journées en plein été, comme vous pouvez l'imaginer, notamment au mois d'août, où on peut parfois atteindre 28 à 30 000 visiteurs sur l'ensemble de la journée. Ça, ce sont les visiteurs qui montent sur le monument, qui payent un billet pour monter sur le monument. Sinon, sur notre parvis, nous estimons à notre capacité de passage annuel à peu près 10 millions de personnes par an. Ce qui est énorme. La part de touristes étrangers par rapport aux touristes français, vous avez on a vu une vraie belle évolution depuis le Covid. On était retombé à 20% uniquement de touristes étrangers juste après le Covid et 80% de touristes français. On voit à peu près une espèce d'équilibre qui est en train de se maintenir maintenant à 50-50. Voilà, 50% de Français. Beaucoup de Franciliens qui reviennent nous voir, parfois pour la première fois ou depuis de longues années pour les parents de jeunes enfants. Et donc, c'est une chose qui nous tient à cœur, c'est d'accueillir au mieux les touristes franciliens. Et on y reviendra justement sur l'accueil et l'importance de bien accueillir en toute sérénité, encore une fois, je le rappelle. Alors, tout à l'heure, on a vu avec Grégoire ces fameux 3 S, même si l'on a rajouté un 4e. Vous avez parlé, quand on parle des enjeux, de 3 points importants. Il y a 3 points qui nous semblent extrêmement importants, en tout cas pour la protection de la Tour Eiffel. C'est vraiment d'abord l'intégration de cette fonction protection à la dimension business. Ouais. Voilà, il faut être impliqué complètement, comprendre le monde de l'exploitation. Ça, c'est le premier point, c'est indispensable. Auquel cas, on louperait complètement notre mission. Le deuxième point, c'est vraiment l'anticipation et la création de sérénité. Et là, on rejoint un petit peu Center Parcs, effectivement, mais je pense qu'on va rejoindre tous nos camarades. Tout site. Le deuxième point, vraiment l'anticipation et la création de sérénité. Nous, on le voit sur trois segments très particuliers. Il faut qu'on ait une très très bonne analyse stratégique du risque. Ça, c'est primordial. Je pense que ça tient à tous. Il faut qu'on ait une vraie transparence pour nos salariés et pour nos visiteurs. Qu'on soit extrêmement transparent sur ce qu'on met en place, sur ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment un domaine qui nous tient à cœur. Et en fait, il faut aussi avoir pour nous une capacité de réaction en temps de crise. Ça, c'est bien entendu ce qu'on attend de nous tous. Le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, enfin toutes mes équipes en tout cas, c'est d'avoir une approche globale. C'est très bien de penser électronique, etc. Mais nous, il faut vraiment qu'on ait une approche mécanique, électronique, organisationnelle, donc l'humain, et institutionnelle. C'est ça. Ça, c'est des points qui nous semblent extrêmement importants pour la protection de la Tour Eiffel. Voilà, alors la dernière partie, l'approche institutionnelle, on va en reparler quand on va parler des partenariats. Je reviens sur un terme que vous avez utilisé, la transparence. Oui. Effectivement, on voit l'importance. Quand on parle de transparence, c'est la confiance derrière, quelque part. C'est la confiance et le respect. Et c'est extrêmement important. Encore une fois, je prends et le salarié et le visiteur. Il faut qu'on ait ce sentiment d'être bien protégé et protégé de façon tout à fait réglementaire. Et ça c'est primordial pour effectivement développer la sérénité, le confort, l'expérience du visiteur, etc., etc. Pour nous, on ne peut pas travailler sans ça. Voilà. La confiance appelle le respect et au final, ça crée la sérénité, effectivement. Alors après, vous avez parlé, Sébastien, effectivement, de cette approche globale de la protection. Encore une fois, je vais mettre de côté l'approche institutionnelle, si vous voulez bien, parce qu'on va parler des partenariats dans un deuxième temps. Vous avez bien dit, voilà, protection physique, électronique et humaine. Par rapport à tous ces dispositifs, justement, que vous mettez en place, comment quelque part, vous orchestrez tout ceci en tant que chef d'orchestre. C'est exactement ça. C'est un orchestre qu'il faut mener, diriger. La pierre angulaire pour nous reste néanmoins l'organisation, voilà, le dispositif humain. C'est la qualité de l'opérateur humain,
qui est derrière ces moyens électroniques, qui est en charge du contrôle d'accès, de la vérification du bon fonctionnement des bornes, des détecteurs incendies, etc. C'est lui qui va faire la différence. L'organisation humaine, c'est vraiment là où nous, on cherche à porter l'effort pour faire monter en compétence, notamment l'encadrement intermédiaire, qui nous semble vraiment un échelon primordial dans le dispositif de protection de la Tour Eiffel. Mais on peut pas faire remplir notre fonction de protection sans avoir vraiment des apports de très haut niveau sur une protection physique. Donc, vous connaissez peut-être la Tour Eiffel et l'enceinte sécurisée qui la protège depuis plusieurs années à la demande de la préfecture de police. On a aussi des moyens de protection électronique, bien entendu, avec un plan de vidéoprotection extrêmement développé. On a plusieurs centaines de caméras qui font du reporting dans notre PC vidéo. C'est un outil extrêmement important, que ce soit sur le domaine de la prévention des risques. Je pense notamment à la chute d'objets, qui est un sujet qu'on traite de façon ultra prioritaire chez nous à la Tour Eiffel. Mais ça nous sert aussi dans la lutte contre l'intrusion ou éventuellement dans la levée de doute, bien entendu, sur des cas très particuliers. Alors, Sébastien, on le sait, hein, en sus des visites, vous recevez beaucoup de monde pour des publicités, des stars, pour différentes choses. Vous n'allez pas pouvoir nous livrer tous les secrets parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas à l'antenne, du moins. Mais j'aimerais bien revenir sur quelque chose, un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On en a beaucoup parlé, mais allez, on va se faire plaisir aujourd'hui. Racontez-nous un peu, est-ce que vous avez un ou deux éléments à nous partager aujourd'hui sur ce retour d'expérience JO? Vous étiez en plein dedans. Oui. Et justement par rapport à cette anticipation des risques. Oui, effectivement. Alors, on peut parler des JO pendant des heures et des heures, hein, quand on a vécu les JO sur la Tour Eiffel, mais surtout avant les JO. Tout notre vrai travail avec mon équipe, c'était vraiment d'anticiper, de réfléchir, d'analyser tous les cas concrets, de préparer notre dispositif, vérifier notre matériel. Donc tout ça, c'était un travail de très longue haleine, c'était effectivement une magnifique mission. Pour nous, le plus important, je le dis très clairement, je le répéterai, c'était pas tant les JO sur la durée des 15 jours d'épreuve que le jour de la cérémonie d'ouverture. Nous, la vraie point d'attention en termes de sécurité, c'était ce jour-là. On a peut-être un petit peu oublié, mais on avait une ambiance un peu particulière dans Paris. On avait tous les quais de Seine qui étaient bloqués. On avait besoin de QR codes pour accéder à des zones dans Paris. C'était un tout petit peu anxiogène, même s'il y a eu un effort de communication extraordinaire de la part du préfet de police. C'était un tout petit peu anxiogène pour les gens qui ne maîtrisaient pas le sujet. Nous, on était très sereins parce qu'on voyait, en étant associés aux réflexions en amont, on voyait que ça allait bien se passer. Maintenant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est un événement unique. On n'avait pas eu de répétition auparavant. Donc, effectivement, c'était une question d'anticipation, de préparation. Et nous, ce qu'on a réussi à faire la semaine précédant la cérémonie d'ouverture, c'est créer en partenariat, en toute confiance avec la préfecture de police, des bulles de sécurité qui nous permettaient d'accueillir nos visiteurs au lieu de fermer à l'exploitation, etc. On estime qu'on a à peu près sauvegardé, je ne vais pas dire qu'on a développé le chiffre d'affaires, mais on a sauvegardé quasiment 40% de notre chiffre d'affaires sur ces 10 jours précédant la cérémonie d'ouverture. Et vous avez dû mettre des moyens humains supplémentaires, oui, et en termes de dispositifs périmétriques, sécurité électronique également? Oui, sécurité électronique parce qu'on était vraiment, non pas coincés, mais bien encadrés par deux magnifiques stades olympiques, sur le Trocadéro, le Champions Park, et puis le stade Eiffel Champ de Mars, où il y avait le beach volley notamment au mois d'août. Et donc en fait, on a eu l'obligation, mais ça on l'a fait en bonne intelligence avec Paris 2024, avec la préfecture de police, de développer de mettre en place des caméras supplémentaires, du contrôle d'accès supplémentaire, des points de contrôle, des portiques, des scanners X complémentaires sur nos entrées, sur les entrées qui étaient un petit peu sensibles, en tout cas identifiées en tant que telles. Donc oui, c'était un petit investissement, mais qui a permis après de travailler vraiment très sereinement. Donc ça, c'est un magnifique L'héritage est là? Alors, mais c'est vraiment ça, oui. L'héritage est là. L'héritage est là sur le plan matériel et il est là dans l'esprit. Et pour moi, les deux sont aussi importants. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un très très bel événement. On en garde pour l'instant que de très bons souvenirs. Je pense que ça va perdurer encore quelques mois. Et on va revenir, et notamment sur ces fameux partenariats qui sont essentiels. Franck, alors, vous n'avez pas
vécu au sein du Futuroscope les Jeux Olympiques, mais peut-être qu'il y a eu une clientèle, vous nous direz, qui du coup, je ne sais pas vraiment. Voilà. En tout cas, c'est un site qu'on connaît bien, le Futuroscope. Allez, dites-nous combien de visiteurs par an ? Eh bien, c'est près de 3 millions de visiteurs par an sur 10 mois d'ouverture à peu près. Voilà, parce que effectivement, la période novembre. Oui, à partir de mi-septembre, on commence à fermer en moitié de semaine, et novembre, on n'ouvre que les week-ends. On ouvre vraiment pour les vacances des entre-deux. Et donc, vacances de vous Noël, ouvrez pour Noël ? On ouvre pour Noël, plein pot. Très bien. On sera heureux de vous accueillir. Parfait. Nous retenons qu'effectivement pour Noël, il y a peut-être des offres particulières. En tout cas, c'est toujours très agréable d'aller au Futuroscope et en famille. Et là encore, qu'est-ce qui prévaut ? C'est la sérénité de ces visiteurs. Alors, comment faites-vous ? Alors absolument, ce qui est important pour nous, c'est comme pour l'ensemble de mes confrères ici, c'est d'accueillir les gens en toute sérénité, être visible mais pas trop. C'est-à-dire d'apporter une certaine confiance. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, nous aussi, on a des portiques de sécurité, on a de la vidéosurveillance, on s'assure que nos entrées soient surveillées par la vidéo. C'est-à-dire que moi, je contrôle l'ensemble de mon périmètre. Je m'assure que sur l'ensemble de mon périmètre, j'ai personne qui rentre qui ne soit pas autorisé. Après, j'ai des effectifs qui circulent sur l'ensemble du parc. C'est quand même 35 hectares de parc à surveiller. Donc ces effectifs vont évoluer en fonction de la fréquentation, mais aussi en fonction de la température des événements extérieurs éventuellement, et les problèmes sociaux. On a les agriculteurs qui manifestent un peu en ce moment. Donc pour nous, c'est une zone d'attention. On ne voudrait pas que nos visiteurs soient perturbés par un élément extérieur. Effectivement, donc vous êtes sur une zone géographique où vous pouvez être perturbé par certains événements tels que, à l'heure actuelle, ces fameuses manifestations. Donc vous éveillez, ce que vous souhaitez, c'est que tous ces visiteurs puissent quand même finalement profiter de leur journée, des billets qu'ils ont achetés et qu'ils puissent rentrer dans le parc. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est vous assurer que les personnes puissent rentrer, contrôler à la fois l'arrivée de ces personnes, que ce soit bien les bons visiteurs avec Absolument. les bons billets. Les bons billets, alors ça c'est un autre métier, il y a les personnes de l'accueil qui contrôlent les billets, nous assurons le contrôle des bagages et que les gens n'entrent pas de matériel dangereux. Voilà. On s'assure aussi qu'en amont de l'entrée, il n'y ait pas de souci, parce qu'effectivement, dès l'ouverture, on a forcément des queues devant l'entrée du Futuroscope, donc il faut faire un peu de contre-ciblage sur la partie extérieure et essayer de faire rentrer rapidement les gens à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, on sait qu'ils sont en sécurité. Voilà, c'est des enjeux importants pour nous. Donc, on l'a bien vu, effectivement, permettre à ces personnes de rentrer malgré quelques événements qui peuvent venir perturber, s'assurer des bonnes personnes. À l'intérieur du parc en tant que tel, quels enjeux ? Alors, à l'intérieur du parc, on va être plus sur des enjeux de sécurité, c'est-à-dire la sécurité incendie, le secours à victimes, puisqu'on a des allées, des escaliers, les gens sont un peu perturbés, ils sortent d'une attraction, ils sont un peu désorientés, il peut y avoir des chutes de plein pied. Les gens viennent aussi avec leurs propres problèmes de santé, donc il faut être en mesure d'intervenir. Donc là, mes effectifs sont formés, ils sont tous PSE, donc ils sont tous secouristes en équipe. Après, nous, on a des moyens de secours en interne. On a un véhicule de premier secours qui nous permet de prendre en charge la victime et de faire la jonction avec les secours extérieurs. Il y a une véritable prise en charge sérieuse des secours à victimes sur le parc. D'ailleurs, ça déplaît souvent aux secours extérieurs, mais il vaut mieux faire un malaise sur le parc que 100 mètres dehors, puisqu'ils seront secourus beaucoup plus vite que dehors. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place justement pour prévenir ces risques, les anticiper et y remédier ? Pour les risques incendie, on a la détection incendie, on a l'extinction automatique sur certaines armoires stratégiques qui nous éviteraient, qui pourraient nous paralyser une attraction. Après, on a également l'appui de la vidéosurveillance. Alors, je rejoins un peu ce que disait Sébastien, c'est un appui, c'est-à-dire que c'est une aide à la décision, c'est-à-dire que ça va aider l'opérateur PC à prendre une décision en fonction de l'information qui lui est transmise. Et
Pour nous, ça, c'est une évolution de la sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humain ne sera jamais remplacé par de la vidéo ou par de l'intelligence artificielle. En revanche, il sera grandement aidé, effectivement, sur les faux positifs qui peuvent intervenir. Donc nous, ça va être surtout sur la détection de franchissement de clôture, de la détection de personnes aux abords de nos clôtures pendant un temps un peu trop important. Et puis c'est aussi de la présence humaine sur le terrain, c'est-à-dire que on ne pourra jamais tout couvrir en vidéo, donc il faut que les gens, mes personnels sur le terrain, soient présents, mais c'est aussi une formation, une information du personnel qui n'est pas forcément de sécurité sur les risques et les dangers qui pourraient survenir. Un comportement anormal, une personne qui est blessée, savoir donner une alerte convenable pour qu'on puisse dimensionner l'intervention, enfin les moyens de secours adaptés à ce qui se passe. Donc c'est pas uniquement le service sécurité, c'est l'ensemble du personnel qui doit être formé et initié aux problèmes de sécurité. Alors, le moyen humain, on l'a bien compris, hein, c'est très important, c'est primordial. Le dispositif mécanique, électronique ne viennent que compléter et apporter un plus à ces moyens humains. Vous êtes toujours très attentif, toujours très en veille, Franck. Vous nous l'avez dit en préparant l'émission sur la technologie. Oui. Et vous avez mis en place un dispositif, une VMS. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes passé à ceci et qu'est-ce que cela vous a apporté ? Et en fait, le parc du Futuroscope existe depuis 1987. Il a été créé dans la campagne poitevine, dans la Vienne. Et au départ, les moyens de sécurité, de sûreté, c'était pour éviter les personnes qui n'auraient pas de billet de de rentrer sur le parc. L'évolution des risques on a connu les attentats, on a eu des exercices d'ampleur sur le parc, et notamment en 2016, on a eu un exercice d'ampleur qui nous a éveillés grandement, puisque la réalité de l'exercice a troublé un peu tous les membres de la direction et tout le management, et du coup, on a basculé sur un schéma de sûreté beaucoup plus sérieux, et notamment sur de la vidéo, et il fallait manager toute cette vidéo, et il a fallu monter un VMS avec une IHM qui nous permet d'exploiter tout ça, sérieusement. Très bien, efficacement. Alors, merci beaucoup. Alors justement, je vais laisser la parole à Vivien, parce que Vivien, justement, c'est vous qui avez apporté cette solution au niveau du Futuroscope. Alors, avant de venir à ceci plus particulièrement, j'aimerais bien que vous reveniez sur CASD et son histoire. Avec plaisir. Donc CASD, on est une société française, éditeur d'une solution logicielle et distributeur de cette solution qui s'appelle Visimax. Donc depuis 20 ans. Et on a démarré l'activité de CASD et on a développé notre logiciel Visimax au travers d'une part de marché, alors qui n'est pas celle des sites touristiques, mais qui est celle de la vidéoprotection urbaine. On est très très connu aujourd'hui dans ce secteur d'activité. On équipe plus de 700 villes majeures, et sur les 20 plus grandes villes françaises, la moitié de ces villes utilisent notre solution le logiciel dans le quotidien, dans des CSU qui sont opérés. L'avantage, en tout cas, d'avoir travaillé dans ce domaine d'activité, c'est qu'on a été confronté à des niveaux d'exigence qui sont assez forts, pour plusieurs raisons. Pour celles et ceux qui connaissent la vidéoprotection urbaine, on a des contraintes compliquées de réseau, d'acquisition des flux, de rediffusion des images. On travaille aussi dans des milieux, Sébastien parlait de liens avec les business units, dans les collectivités, il y a un lien avec le politique quand même qui est assez fort. Donc il y a toutes ces contraintes de savoir s'adapter, répondre à des besoins et des enjeux politiques. Et donc ça nous a permis de proposer en tout cas une solution qui s'adaptait, et c'est ce qu'on a mis au cœur en tout cas de notre sujet, à l'homme et à l'humain. On en parlait, et d'ailleurs on propose une solution, une IHM, et dans IHM, le mot du milieu, c'est bien l'homme. Et donc, c'est ce qu'on met vraiment au cœur de nos développements pour proposer une solution qui va aider les utilisateurs, les opérateurs, on parlait d'opérateurs, d'utilisateurs, d'humains, à pouvoir réceptionner des alarmes, savoir quoi en faire, puisqu'on peut rajouter de l'IA, on parlait d'IA, on parlait de solutions tierces, donc on va pouvoir envoyer des alarmes dans tous les sens. Et notre métier, à nous en tout cas, aujourd'hui, sur les sites touristiques, sportifs, culturels, et quand on va créer de l'interface avec ces solutions, ça va récupérer des alarmes et de pouvoir les traiter correctement pour que l'agent
puissent savoir appliquer une procédure et savoir quoi faire de cette alarme, de cette détection périmétrique, de cette noyade, de cette détection de noyade plutôt, je pense que quand il y a une noyade, on sait quoi faire normalement. Voilà. Donc en tout cas, notre métier est véritablement celui-là et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre aujourd'hui dans notre... Et de véhiculer, tout à fait. Alors, Vivien, voilà, 20 ans d'expérience dans le milieu urbain. Quand vous avez commencé à réfléchir et à mettre en œuvre, à apporter des réponses par rapport aux attentes de Franck au niveau du Futuroscope, c'était un univers un peu différent. Est-ce que vous pourriez revenir sur les petites choses qui vous ont... finalement, vous vous êtes dit, oui, on sort de notre zone de confort, on va apporter ces solutions, des briques complémentaires qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais on va y aller et on va être agile pour apporter ces solutions. En fait, je pense que vraiment ce qui nous caractérise, c'est notre sens de l'agilité. Et quand on s'est tourné vers des clients qui sortaient de l'urbain, donc ça a commencé un peu avant le Futuroscope, mais de dire, voilà, la première chose qu'il a fallu faire, c'est qu'on soit agile mentalement. C'est pas toujours facile de changer notre manière de penser, notre manière de faire, mais très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, notre solution, c'est comme une espèce de boîte de Lego avec différentes briques et que on peut monter une maison en Lego qui va être rectangulaire, mais que si on change les briques dans la manière de les faire, la maison elle va être carrée parce qu'on souhaitait avoir une maison carrée mais avec les mêmes briques. Et avec notre logiciel, on s'est rendu compte qu'on avait des briques qu'on avait développées, alors qu'on avait peut-être appelé, nommé, mis en œuvre d'une certaine façon et qui correspondaient à un fonctionnement qui était très urbain, mais qui, mis en œuvre d'une autre manière ou considérées différemment, allaient pouvoir justement répondre à des besoins qui n'étaient pas des enjeux urbains, mais qui sont des enjeux qu'on rencontre sur des sites touristiques, des sites fermés. On a différentes typologies de sites parmi les intervenants autour de cette table, mais où on va pouvoir répondre à ces différents besoins en utilisant les briques de manière différente. Bien sûr en les adaptant un peu, c'est là tout le sens de l'agilité, mais en tout cas, c'est beaucoup de réflexion avant tout sur ces sujets. Merci beaucoup, et on voit effectivement, vous l'avez répété plusieurs fois, cette agilité est importante. On a parlé, vous avez évoqué cette histoire, et l'histoire montre également que vous avez été à la fois agile, mais aussi vous avez su répondre, et vous l'avez un petit peu évoqué de manière implicite, ce fameux continuum dont on parle, la coopération, c'est-à-dire qu'il a fallu que vous puissiez travailler avec l'ensemble des partenaires. Et justement, Grégoire, j'aimerais venir sur ce sujet. Sébastien l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et on va revenir vers Sébastien également. Il aura la même question. C'est cette coopération avec les autorités, avec les instances sur le territoire, sur l'ensemble des territoires, sont importantes. Sont importantes, on le sait, en France. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays, puisque vous travaillez beaucoup avec la Belgique, demain avec le Danemark? Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ceci? Avec plaisir. Alors, je vais commencer par la France. Chez Center Parcs, on a mis en place en 2017 un partenariat national avec la DGGN, donc avec la gendarmerie nationale. Alors, pourquoi la gendarmerie? C'est parce qu'en fait, tous nos parcs sont en zone gendarmerie, puisqu'on est perdu vraiment dans les campagnes françaises. C'est le principe. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on a deux échelons, donc un échelon national, DGGN Center Parcs France, et en fait, chacun de nos 7 sites français a aussi un partenariat avec le groupement de gendarmerie départemental. Et en fait, ça s'est illustré donc post-attentat avec la création donc, du label Sécuricite. En fait, nos sites sont labellisés Sécuricite sur le territoire français. Je voudrais quand même souligner qu'en France, cet aspect, en tout cas, anticipation ou prévention ou continuum de sécurité qui se met en amont le plus possible des événements de sûreté, c'est quelque chose, j'allais dire, de très positif et que je soulignerais comme étant extrêmement bénéfique. Donc on n'a pas à rougir. On n'a absolument pas à rougir. Je me permets aussi de souligner le rôle très positif de l'Agora dans cette synthèse et dans cette facilitation de la communication entre le public et le privé et les autorités. Mais c'est vraiment fondamental et je m'aperçois en tout cas que sur la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, on a beaucoup plus de difficultés d'être dans cette proactivité. On est dans le réactif, il n'y a pas de problème, on est dans l'échange relationnel, mais ces partenariats et cette anticipation ou cet échange d'informations en amont est beaucoup plus compliqué
à mettre en œuvre dans les autres pays. Donc en effet, on n'a pas à rougir. Merci beaucoup Grégoire. Alors, je vais continuer sur ces sujets de coopération. J'aimerais tout d'abord évoquer un autre point avec vous, un petit peu dans la continuité. En fait, il y a cette coopération, on le voit bien, on a mis des choses en place. Coopération aussi avec, finalement, en interne, les autres acteurs et le COMEX notamment. Il faut savoir, en tant que directeur sécurité-sûreté, à un moment donné, aller plus loin et montrer l'importance d'aller aussi plus loin pour une véritable efficience des dispositifs, et cela passe par des notes, et là je crois que vous n'avez pas à rougir non plus. J'ai noté, ce sont les NPS, les fameux NPS. En effet, on a, j'imagine comme un grand nombre de directions sécurité-sûreté, un reporting avec un certain nombre d'indicateurs qui soient financiers, qui soient propres à la sécurité et à la sûreté, et parfois ces indicateurs sont très orientés en interne, avec des éléments qui remontent de l'interne, ou alors qui sont très réactifs. Et donc nous, on a mis en place depuis quelques années, dans nos reportings aussi, l'aspect client. C'est-à-dire comment nos clients évaluent la sérénité, autrement dit, le sentiment de sécurité. Et donc ce sentiment de sécurité, on a, donc quand vous allez par exemple dans un parc, dans un center park ou dans un hôtel ou dans un lieu touristique, vous recevez en général un questionnaire de satisfaction et on vous demande d'évaluer entre 1 et 10 votre satisfaction. Et en fait, le NPS, donc Net Promoter Score, c'est la différence entre les 9 et 10, qui sont des promoteurs, et les 1 à 6, qui sont des détracteurs. Et donc on fait cette différence, donc qui peut aller d'une échelle de moins 100 à plus 100, et sur le sentiment de sécurité, en tout cas, nous, on fait ce reporting et ce suivi mensuel. Et donc, comme vous le disiez, chez Center Parks, on a pour l'instant des très bons scores, puisqu'on progresse déjà sur les 4 dernières années. Et là, on est sur des taux moyens à 53 points, sur une échelle qui va, comme je le disais, de moins 100 à plus 100. Alors, merci beaucoup Grégoire. Alors Sébastien, ces partenariats forts, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, ça a été encore plus crescendo, je crois, durant la période des Jeux Olympiques. Pourriez-vous nous évoquer ce point? Oui, avec plaisir. Pour nous, c'était extrêmement important de remettre bien la Tour Eiffel, la protection de la Tour Eiffel, pas au centre, mais intégrée dans l'écosystème sécuritaire parisien. On avait un petit peu le sentiment d'être toujours un petit peu à part, pas forcément compris, et en tout cas pas forcément à l'écoute non plus aussi des forces de sécurité intérieure. Donc on a commencé par développer avant tout une base réglementaire avec des conventions, avec plusieurs forces d'intervention, je peux prendre des exemples avec la BRI, la brigade d'intervention de la DOPC, avec la BSPP, avec le GRIMP de la BSPP, mais aussi avec le GIGN. C'était important pour nous d'avoir ce lien réglementaire avec des conventions bien solides, bien confirmées, le fait qu'on pouvait travailler ensemble. Moi, je pense que c'est extrêmement important de développer ensuite la connaissance humaine. Voilà, il fallait rencontrer les responsables, il fallait échanger avec les opérateurs. Et surtout, en développant ces conventions, on s'est aperçu qu'il y avait un fort besoin d'entraînement sur notre site. Et l'entraînement sur notre site, ça nous permet, nous, de connaître tous les opérateurs dont on aura besoin un jour en temps de crise. Et ça, c'est primordial. Que ce soit la caserne, le centre de secours de Malard, dans le 7e arrondissement, qui est le primo-intervenant à secours aux victimes, que ce soit le GRIMP pour un sujet de problème en hauteur, la brigade d'intervention qui est intervenue de façon extrêmement efficace avec ses renforts pendant les Jeux Olympiques, ou la BRI avec lesquelles on a un partenariat extraordinaire. C'est vraiment des unités qu'on a, nous, besoin de connaître leurs spécificités. Eux, ils ont besoin de connaître le site, ils ont besoin de connaître la façon dont nous sommes organisés sur le site. Voilà. Tour Eiffel, ça a l'air très simple. En fait, c'est extrêmement compliqué de se mouvoir discrètement à l'intérieur de la Tour Eiffel. Il y a plusieurs galeries techniques, etc. Donc, c'était extrêmement important de développer ces entraînements et cette connaissance. Après, moi, je pense très sincèrement que pour se développer un peu cette partie institutionnelle de la fonction protection, il faut qu'on se mette au niveau. Voilà. Moi, c'était vraiment un de mes prérequis. Voilà, j'ai expliqué à mes équipes, si on veut être écouté, il faut aussi que nous soyons au niveau. Et ça c'est un... Vous parlez de crédibilité, du coup Oui, pour être écouté, il faut être crédible, je le pense. Ouais. Il faut mettre à disposition des moyens qui sont efficaces, performants. Nous, on a, vous l'imaginez bien, un partenariat
extrêmement fort avec le commissariat du 7e arrondissement. Mais en fait, il faut qu'on explique aussi au commissaire du 7e arrondissement comment nous fonctionnons. Au niveau 2, c'est-à-dire pas chacun rester avec ses éléments de langage, exactement ça. mais vraiment pouvoir se comprendre et accepter aussi, parfois peut-être... Il faut accepter de s'ouvrir, voilà, montrer ce qu'on fait, montrer là où on a parfois des faiblesses, là où on est moins serein, montrer nos grandes forces aussi. Vous parliez de transparence tout à l'heure, Sébastien. Finalement, elle est là aussi. Elle est là aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à développer. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est un de nos points forts, mais en tout cas, c'est un de nos axes d'effort extrêmement importants, et c'est un point sur lequel on veut continuer à travailler. Il faut qu'on soit crédible, et pour ça, il faut s'ouvrir, il faut expliquer, et c'est avec plaisir, en tout cas, qu'on le fait en plus. Eh bien, très bien, on l'a tous compris, ô combien cette synergie, cette coopération est importante et dans toute la confiance qu'elle peut être. Et pour cela, effectivement, ouvrir ses chakras, j'ai envie de dire, quelque part. On parlait de notes tout à l'heure et vous parliez de l'accueil également. Ça, c'est également quelque chose de très important au niveau de la tour. Oui, c'est marrant parce que j'écoutais mon camarade de Center Parcs et effectivement, on n'a pas spécialement un reporting en interne. Et pour moi, l'indicateur clé, il est vraiment le sentiment de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du site qu'on reçoit de façon quasiment mensuelle par une étude des publics qu'on fait faire par la direction de marketing digital de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et on s'aperçoit effectivement que le sujet de la sécurité a été extrêmement important après le Covid. Et on voit en fait où nos progrès, où nos reculs, ça peut aussi arriver, beaucoup moins souvent que ce qu'on peut croire, mais en fait, on a des vraies marges, on a vu des vraies belles marges d'évolution. Pour nous, c'est l'indicateur vraiment prioritaire, l'indicateur clé. C'est d'ailleurs aussi une des missions prioritaires qu'on demande à notre partenaire Biblos sur la sécurité privée, qui s'occupe du gardiennage de la Tour Eiffel, c'est de former ces agents de sécurité, qui sont les premiers agents qu'on voit quand on arrive sur la Tour Eiffel, à l'accueil. Il faut que l'agent de sécurité soit, certes... Alors, chez nous, on aime bien être visible. Voilà, il faut quand même qu'il y ait de l'uniforme, qu'on remarque que nous sommes protégés par des agents de sécurité, mais il faut aussi que ces agents de sécurité soient parfaitement formés à un accueil chaleureux, bienveillant et efficace. Et on voit qu'il y a une vraie évolution également en ce sens. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Franck, alors on parlait effectivement de ces labels, on parlait de l'accueil. Alors, quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit, de toute façon, nous, en gros, on n'a pas le choix, surtout avec les exigences importantes des touristes étrangers tels que les anglo-saxons. Oui, tout à fait. On a beaucoup de demandes, même les groupes scolaires d'ailleurs, et les anglo-saxons aussi nous demandent quels sont nos moyens de sécurité, est-ce qu'on a bien de la détection incendie dans les chambres, etc. Est-ce que nos issues sont surveillées, etc. Donc effectivement, nous depuis 2017, nous sommes labellisés aussi Securicite. Voilà, nous on communique sur ce label et on l'affiche. Et de ce label, il nous est obligatoire de collaborer avec les forces de gendarmerie, les pompiers, etc. pour pouvoir bénéficier de ce label de manière continuelle. Est-ce que, alors le label, oui, on l'a bien compris. J'ai envie de dire, alors on n'est pas allé beaucoup plus loin avec Sébastien, surtout Sébastien, n'hésitez pas non plus à interagir sur, on a parlé des notes, c'est pareil, vous avez des notes aussi. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte, justement, on parlait d'efficience, si on parlait de lien avec la direction, avec le COMEX, est-ce que du coup, ça permet d'être plus, j'aimerais reprendre le terme crédible, et de pousser à montrer que finalement, la direction sécurité-sûreté n'est pas qu'un centre de coût, mais également peut-être profitable? Tout à fait. Les agents de sécurité sont effectivement les premières personnes que les visiteurs voient. Donc il est important que leur posture, leur tenue soit de qualité. Et ça permet aussi de valoriser le travail qui est effectué. Et ces notes, justement, permettent de mettre un taux sur l'efficacité du travail qui a été mené. Aujourd'hui, on a discuté avec Sébastien, nous sommes au-dessus de l'accueil. La note de la sécurité, du sentiment de sécurité est au-dessus de l'accueil dans le parc du Futuroscope. Donc on peut dire aujourd'hui que ce qui est mis en place
en fait, contribue à faire venir plus de visiteurs, quelque part, hein, quels que soient les sites. Et donc, vous ne pouvez être qu'écouté lorsque vous apportez. Ce n'est pas un frein. Très bien. Vivien, vous avez écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui vient d'être dit. CASD contribue peut-être quelque part aussi à pouvoir apporter ces arguments. Comment vous le voyez, vous, au quotidien ? Nous, aujourd'hui, au quotidien, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit auparavant, sur de placer l'homme aussi au milieu, mais aujourd'hui, nous, en tout cas, on est le premier fabricant français ou premier éditeur français de solutions logicielles de VMS. On a des confrères multinationaux qui existent sur le marché, mais en France, on est le premier éditeur français. Et pour nous, ça nous apporte un devoir d'éthique assez fort, parce qu'en France, on a quand même une conception on se pose des enjeux, en tout cas réglementaires, éthiques. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, de comment on implémente de l'IA dans des systèmes de vidéo. Alors les Jeux Olympiques ont été un terrain d'expérimentation, en tout cas. Voilà, et aujourd'hui, nous, on se positionne vraiment aussi en garant de ces sujets réglementaires, RGPD, et on a à cœur de proposer une solution technologique qui permette, en tout cas, au Futuroscope aujourd'hui, de se dire, en utilisant Visimax, je sais que j'agis dans le cadre légal, que je n'ai pas besoin de me poser la question de la manière dont il doit être paramétré pour être conforme. En tout cas, je sais que quand je déploie, j'utilise une solution française qui respecte le cadre légal en France et les attentes de partenaires comme la CNIL, l'ANSSI. Et dans un monde, en plus aujourd'hui, dans le monde de la vidéo, où il n'existe pas encore de certification CNIL ou ANSSI sur les différents systèmes. Donc nous, on a à cœur, en tout cas, de porter ce sujet pour se dire de proposer quelque chose qui va rassurer les utilisateurs, les clients finaux, en se disant j'utilise une solution qui est conforme. Vous avez tout à fait raison de le souligner, Vivien, parce que finalement, effectivement, je n'avais pas pensé à ce point, mais qui veut dire aussi, on a parlé de sérénité, de tranquillité des visiteurs, mais aussi finalement, quelque part, la sérénité et la tranquillité des utilisateurs de ces outils, de ces dispositifs. Et c'est bien notre rôle. Voilà, c'est bien notre rôle, c'est de mettre la technologie au service des utilisateurs et pas de contraindre des utilisateurs par une technologie. Merci beaucoup, Vivien. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous a fait tous un petit peu rêver. Donc, les sites touristiques, sportifs et culturels, comment anticiper les risques de façon efficiente. Merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Anous Sécurité et à très vite pour une nouvelle émission.